Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure. Place aux entrepreneurs, donner le pouvoir à celles et ceux qui créent des emplois en Afrique. C'est le credo de notre invité Abbas Jaber, patron franco-sénégalais d'Advance Géocoton, spécialisé dans le négoce et la logistique. Il multiplie les critiques contre les dirigeants politiques et ceux qui organisent l'aide au développement. Écho d'ici, écho d'ailleurs, avec la BOAD, tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de votre Café des Sports, indispensable bien sûr en fin de semaine et juste avant le week-end, une bonne manière de conclure ces journées longues de travail. Et ils sont là aussi, toujours fidèles au poste, nos amis du Café des Sports. Alors bien sûr, un duo de choc qui fait vibrer bien au-delà de ce studio du Café des Sports et de Radio Foot. Bonjour messieurs Xavier Barret et Rémi Ngono, les deux en beige. Pourtant, on s'est pas téléphoné, mais on est encore habillés pareil. Mais je ne le comprends pas, cette Vous avez la même inspiration. Oh là là On là. a mis les mêmes couleurs. Bon, Frédéric Suto est là aussi et ils sont là, nos auditeurs. Voilà. Il y a du contraste, mais il y a une chemise bleue en commun, comme quoi, finalement. Bon, Ah ouais. pas les yeux bleus, par contre. C'est Frédéric qui a le monopole. Frédéric, les auditeurs sont là, j'imagine. Vous êtes prêts à les relayer? On les attend. Ils sont là. Ils ont regardé le menu, en tout cas, sur la page Facebook. Ouais. Il y a Bon. 2-3 petits sujets qui vont qui valoir quelques vont leur passes plaire. d'armes. Ouais. Qui vont leur plaire. Bonjour, Eric Rabessandratana. Bonjour Annie, bonjour à tous. Vous savez que la réaction comme ça en général des vestes, c'est des jumeaux cachés un peu. Donc faut faire attention quand même les gars. C'est pour ça que vous en mettez pas. Vous. C'est pour ça que je veux pas de. Ah, je veux pas que c'est le côté on m'assimile le à sportif. ces deux personnes. Le sportif est là, notre capitaine. Nous commencerons aujourd'hui par évoquer une CAN 2025 pour le Maroc et une CAN 2027 pour le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie. Un choix entre logique de la désignation marocaine, royaume récompensé pour ses efforts, et grande surprise du triumvirat, qui n'a qu'un seul stade aux normes CAF FIFA. Mais cette candidature anglophone d'Afrique de l'Est a 3 années pour se préparer et nous en parlerons. Les Citizens battus par Newcastle, une première défaite en ce début de saison tonitruant. Le Manchester City de Pep Guardiola n'est donc pas imbattable. L'équipe de José Mourinho, elle est faillible. L'année de trop pour l'entraîneur de la Roma, 16e du Calcio. Alors nous poserons la question à Rémi, bien sûr. En Espagne, il y aura un duel au sommet pour vous consoler, Rémi. Le Real Madrid, chez les premiers de la Liga, les Catalans de Girona, de Gérone, comme on dit. Et puis Gignac, le tigre éternel, l'ancien joueur de l'OM, brille toujours avec son équipe du Mexique et vient de gagner une nouvelle coupe. Quel panache, André-Pierre Gignac, entré dans la légende de cette équipe mexicaine de Monterrey. Bravo à lui. Au générique de cette émission, Pierre Guérin et Laurent Salerno pour ce qui est de la partie radio. Pour la vidéo, Yann Bourdela et Steven Esli. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. D'Afrique des Nations 2025 se tiendra au Maroc. Le pays hôte de la CAN 2027 est Kenya, Ouganda et Tanzanie. La CAF, la Confédération africaine de football, a donc tranché. La compétition, la CAN, alors à quelques mois de la prochaine, puisque nous en aurons une en janvier 2024, mais celle de 2025, ça sera seulement dans 1 an et 3 mois. Il valait donc mieux que le comité exécutif choisisse un pays qui était fin prêt. Et c'est donc le Maroc qui faisait pratiquement l'unanimité, qui était le grand favori dans les vestiaires, dirait-on, dans les coursives. Il y a d'ailleurs eu apparemment 20 votes sur 22 en faveur du Maroc. Sans grande surprise, ce pays a brillé déjà à la dernière Coupe du Monde. C'est peut-être une récompense, en plus de remporter à travers ses clubs, on le sait, plusieurs compétitions continentales africaines. Cette CAN, Eric Rabessandratana, ne pouvait pas échapper au Maroc.
Alors déjà, c'est plutôt le bon candidat parce que c'est quand même une des nations africaines qui a le vent en poupe et qui méritait aussi cette compétition. Donc je suis très content que ça arrive au Maroc. Alors c'était un peu le seul candidat aussi. Le grand candidat, c'est un peu le seul sur cette... Donc c'est pas une surprise non plus, mais... Les Algériens ne sont pas tout à fait d'accord. Ouais, mais bon, je pense que c'était quand même le grand favori et je pense qu'avec les performances sportives qui sont les leurs, que ce soit féminines et masculines, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la nation, en tout cas. Pour la nation. Disons qu'il y a maintenant à la Confédération africaine... africaine... C'était le candidat unique. Oui, mais parce que les autres s'étaient désistés, parce qu'ils savaient que le Maroc allait l'emporter. Dans les dernières 24 heures même. Oui, il y a effectivement eu comme le fait le CIO pour l'attribution des Jeux Olympiques ou la FIFA pour la Coupe du Monde, un cahier des charges. Il y a en fait un cahier technique. Et donc, le Maroc a une note technique de 85 sur 100 dans son dossier, l'Algérie 72, la Zambie 49 et le duo Nigeria-Bénin 46. Donc le Maroc avait déjà la faveur de l'administration de la Confédération africaine sur des critères objectifs. Après, il fallait voir ce qui allait se passer dans les coulisses au niveau politique. Et là, le Maroc a en Fouzi Lekia, le président de la Fédération marocaine, un homme, un fin politique, un fin diplomate, très influent, qui a su retourner la grande majorité des jurés africains, enfin des membres de la Confédération africaine, parce qu'il faut pas les séduire. Les séduire, mais les retourner aussi. Il ne faut pas oublier qu'en 2015, le Maroc doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations, et au dernier moment, il se désiste à cause d'Ebola. Et on avait eu dans votre émission, Annie, on avait eu le président Issa Hayatou, qui était vraiment très inquiet de ce retournement. Mais qui avait dit je relèverai le défi. Et qui l'a relevé grâce au Gabon et à la Guinée équatoriale. Mais vraiment, c'était quelque chose que beaucoup d'Africains avaient en travers de la gorge, cette volte-face du Maroc en 2015. Et depuis, ils se sont rattrapés. Ils ont accueilli de nombreuses sélections africaines qui n'avaient pas de stade aux normes pour les matchs éliminatoires. Ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations moins de 23, la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Bon, il va tout dire, Xavier Barré. Mais voilà. Donc c'est une désignation. Je vous demande de vous arrêter, Xavier. Spécialiste des tunnels. C'est vrai qu'il y a encore un an, on pensait qu'il y aurait match entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie a organisé un très bon CHAN l'année dernière. Et on se dit ça va jouer entre les deux. C'était les deux favoris. Rémi, en fait, ce qui a fait la différence peut-être entre les deux, c'est justement cet entre-gens politique que n'a pas l'Algérie actuellement, depuis qu'elle a perdu ce président emblématique qui était Raroua. Voilà, le président. Et puis, en plus, c'est bisbilles avec le Maroc qui, lui, est plutôt bien vu. Oui, il faut savoir que le Maroc, déjà même sur le plan politique, est ancré beaucoup en Afrique. Oui, le roi en soi. Parce qu'il faut se dire que le Maroc fait d'ailleurs partie des pères fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine, dont l'OUA qui deviendra l'UA. Mais comme d'habitude, le Maroc s'est tourné le dos. Le Maroc avait tourné le dos à l'Afrique en 1984. Mais comment est-ce que le Maroc a fait pour revenir? Exactement comme nous sommes en train de voir là. C'est-à-dire, sur le plan diplomatique, ils ont réussi à retourner les Africains qui se disaient que, bon, écoutez, vous n'avez plus voulu de l'Union africaine, nous, on ne veut plus de vous. Mais le 30 janvier 1987, le Maroc est revenu dans l'Union africaine. On va peut-être revenir en 2023. Et même le Maroc est allé un peu plus loin. Le Maroc a même voulu adhérer au niveau de ce qu'on appelle la CEDEAO, c'est-à-dire que l'organisation de l'Ouest africaine, de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'était en juin 2017. Le Maroc a donc réussi à mettre des tentacules un peu partout en Afrique. Surtout, ils aident beaucoup les sélections africaines qui n'ont pas de terrain pour jouer leur match à domicile. On peut penser à Burkina Faso, au Niger, on peut penser aussi à la Guinée. Et ils les accueillent sur leur sol et ils les accueillent plutôt bien. C'est l'un des territoires les plus accueillants. Et également aussi un territoire qui connaît une certaine évolution parce que ce n'est pas du favoritisme. Il faut quand même se dire qu'il y a assez d'infrastructures sans pour autant oublier que le football, aujourd'hui, au Maroc, est devenu le sport roi en Afrique puisque c'est la première sélection quand même à être 4e dans une Coupe du Monde sans pour autant oublier les filles qui ont brillé. Donc, je crois que logiquement, c'est une récompense du travail. Footballistiquement, et politiquement. Le Maroc méritait. Non, c'était Frédéric qui apprécie le cours d'histoire. Il nous dit tonton Rémi, le livre d'histoire. Mais juste avant, on avait Mamadou Kourouba qui dit Xavier Barré, c'est mon préféré.
Voilà. Alors, Xavier. Ouais, tu vois comment tu fais toujours. C'est pas possible. Il lance de la poudre et après il finit de l'autre côté. C'est pas possible. J'étais en train de sauter. On parlait de et hop, il va prendre. On parlait de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Moi, je suis pas remonté jusqu'à 1912. Alors, on va revenir sur un autre sujet avec vous, Xavier. Mais Eric, ils ont les 6 stades en plus, les Marocains. C'est-à-dire, on a celui de Rabat, Tanger, Casablanca, Marrakech, Fès et Agadir. Ils ont tous au moins 45 000 places et celui de Tanger est le plus grand avec 65 000. Et on sait, par exemple, le trophée des champions espagnols, il a déjà été disputé. Donc, le mondial des clubs. Le mondial des clubs de la FIFA 2 fois déjà. Exactement. 2 fois. Ou 3, il me semble même. Parce qu'avant la Coupe du Monde 2015, ils l'ont organisé 2 fois et je crois récemment, après. Oui, à eux, je veux dire, à 2 reprises, ils l'ont eu passer des contrats de 2 ans en général. Et en plus, ils ont accueilli donc la CAN féminine il y a 2 ans et ils accueilleront, il y a 1 an et demi, et ils accueilleront la prochaine. C'est tout un travail, mais c'est et en dehors du terrain et sur le terrain. Donc en fait, il y a tout qui correspond. C'est-à-dire que les constructions sont faites, les comportements en dehors aussi politiques. Alors vous en avez tous parlé, mais politiques évidemment, parce qu'il y a un côté charmeur qui est important aussi pour obtenir justement l'aval pour avoir ces compétitions. Donc, beaucoup d'aides financières. Donc c'est pas non plus un hasard. C'est-à-dire que voilà, tout a été travaillé pour que cette compétition arrive aussi au Maroc. Donc voilà, il y a une logique, mais c'est surtout peut-être la dynamique sportive aussi à la fin qui va faire que tout est vraiment bon pour que ça arrive. Je trouve que c'est important ça, parce qu'on juge un dossier de candidature sur les infrastructures, les routes, les hôtels, les stades, mais là il y a une dynamique sportive, demi-finaliste du mondial. Non, mais il y a un peu une cote d'amour. Enfin, tous les amoureux du football ont suivi les Marocains et on a envie de voir la CAN au Maroc. Quand vous regardez les critères de la commission d'évaluation, l'aspect sportif, c'est un tout petit élément. Si vous avez une bonne équipe, c'est subjectif, mais je dis, si vous avez une bonne équipe, mais que vous n'avez pas de stade, pas de route, pas d'hôtel, vous l'aurez pas à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un travail qui a été fait avant, mais cette dynamique à la fin sportive, elle valide tout en fait. Voilà, cette place en demi-finale, elle n'est pas tombée non plus par hasard. Mais Xavier, Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine, a aussi souligné quelque chose qui nous a un petit peu étonnés, mais il disait, et puis ça sera pour aider le Maroc pour préparer la candidature avec l'Espagne et le Portugal pour la Coupe du Monde 2030. Ce qui était très intéressant. Servir de vitrine. Ce qui est très intéressant, parce qu'il y a quelques mois encore, il y avait une autre candidature qui était celle de l'Arabie Saoudite avec l'Égypte et la Grèce. Et donc, la position de la Confédération africaine, c'était plutôt de soutenir l'Égypte, qui est d'ailleurs le siège de la Confédération africaine. Et là, du coup, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule, les dirigeants africains, pour soutenir le Maroc dans cette co-organisation avec l'Espagne et le Portugal, qui géographiquement est un ensemble plus cohérent que Arabie Saoudite, Égypte et Grèce, ça c'est sûr, mais qui aura quand même fort à faire face à la candidature Uruguay, Argentine, Chili, Paraguay. Puisque c'est là qu'a eu lieu la première Coupe du Monde en 1930. Voilà, 100 ans auparavant. Donc du coup, cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, c'est aussi un moyen de montrer au monde entier que le Maroc, associé au Portugal et à l'Espagne, qui ont eux aussi déjà les stades, sont prêts pour faire une très belle Coupe du Monde. Non, c'est bon. Il a fini. Il parle beaucoup, vous avez parlé. C'est difficile de... Il y a eu cette candidature. Cette candidature en 2025. Pour ce qui est de 2027, en revanche, Rémi, je suis sûr que vous allez être d'accord si je vous dis c'est la surprise du chef. C'est aussi le fait du prince. C'est-à-dire qu'on a eu cette candidature. Alors, autant pour le Maroc, on a eu donc un vote apparemment de 20 voix sur 22 membres du comité exécutif. Là, il y a eu une plus grande répartition. Vraisemblablement, il y aurait eu 8 voix sur la candidature du triumvirat. Il y avait le Sénégal, qui lui aussi brille sportivement. Et puis, il y avait 4 voix pour le Sénégal et 2 pour Nigeria et Bénin. Est-ce que, selon vous, c'est cohérent, on va dire en tout cas, avec le fait que Patrice Motsepe, qui est d'Afrique du Sud, qui est anglophone, finalement ait poussé peut-être cette candidature de ce triumvirat qui est donc le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie? Je crois qu'il faut aussi prendre d'abord la CAN comme un marché ambulant dont les critères d'acquisition et d'organisation. Les notes qu'a dites Xavier, elles ne sont pas terribles. Voilà, c'est pas seulement ça le vote, parce que quand on essaie de voir, on peut se dire, bon, ce n'est pas logique. Mais en même temps, on se dit quand même que
du côté de l'Afrique de l'Est, on n'a pas organisé cette compétition depuis un demi-siècle. Ouais, 1976, voilà. Donc, on se dit, comment est-ce que ce côté-là ne peut pas organiser? Et aussi, comme je dis, il y a un domaine, un aspect auquel il faut tenir compte. Ces pays, par exemple, ils sont 3. Lorsqu'on dit qu'ils veulent organiser, ils sont voisins. Et au-delà de ça, on se pose des questions. Est-ce qu'ils ont des possibilités pour organiser? J'ai dit oui. Ces pays ont des possibilités sur le plan économique. Ce sont des pays, en plus, en tout cas Kenya et Tanzanie, qui sont du tourisme. Donc, pour ce qui est des infrastructures hôtelières, par exemple, il y a. Mais il y a un seul stade, Rémi, qui est homologué par la CAF. C'est celui de Dar es Salaam. Je voudrais vous dire que chaque pays aura 2 terrains maximum à faire. Il faut 2 stades par Or, pays. je vous fais comprendre, par exemple, que la CAN avait été organisée en 72 au Cameroun et les 2 stades avaient été construits au bout de 6 mois. Attendez, les critères de la CAF et de la FIFA ont changé. Attendez, Annie. Pas pour Rémi Gono, non. Annie, pour construire un stade, ça ne prend pas 10 ans. Surtout rénover encore moins. Et encore rénover, parce qu'il y a déjà des stades. Maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que lorsqu'on me parle de ça, vous parlez quand même des pays, c'est-à-dire que quand on vous parle du cahier des charges, ce n'est pas seulement des stades, ce sont les infrastructures. Regardez le Kenya, par exemple, qui a entamé depuis 2008 ce qu'on appelle Vision Kenya 2030. Or, en 2019, ils ont entamé ce qu'on appelle la construction des grosses infrastructures, telles que les routes, telles que les hôpitaux. Et d'ailleurs, là-bas, c'est un pays qui accueille quand même minimum 2 millions de touristes par an. Donc, pour vous, c'est bien. C'est bien parce que ces 3 pays, à eux seuls, réunissent 162 millions d'habitants. Et lorsque vous essayez de regarder sur le plan touristique, je trouve que ces pays méritent, parce que ça ne servait à rien de nous dire qu'on peut aller organiser au Qatar, qui a un peu de pognon, et dans ces pays, quand même, où vous allez trouver que le top 10 des pays les plus développés africains, il s'y trouve. Donc, et il y a possibilité. Il y a Eric qui voulait prendre la parole. Non, mais on y est. Déjà, c'est une mise en valeur de l'Afrique de l'Est. Ça c'est plutôt très, très bien. Et c'est surtout des pays qui sont en mesure d'organiser ça. C'est-à-dire d'avoir les moyens d'organiser toutes les infrastructures demandées. Parce qu'il y a de l'argent au Kenya, il y a de l'argent en Tanzanie, il y a de l'argent. Voilà, donc ils sont prêts ils sont prêts. Oui, bien sûr. Donc ils sont prêts à recevoir. C'est pour ça qu'aussi peut-être cette situation. 4. Cette situation favorise l'organisation. 24, 25, 26, je suis désolé, c'est 3 ans, théoriquement, c'est en janvier 2027. Donc c'est 3 ans. 3 années pour rénover quelques stades. Il devrait y arriver. Après, voilà, ces stades existent. Quand vous avez les moyens, ça suffit vraiment. Celui de Dar es Salaam, avec le Simba notamment. Je pense vraiment que c'est qu'une question de moyens. Et là, et de volonté. Oui, la volonté, oui, évidemment. C'est plus facile pour 3 États de construire ou de mettre aux normes chacun 2 stades que pour un petit pays d'aller en construire 5 ou 6. Ou un pays moyen. Rémi Ngono rappelait la population de ces 3 pays-là, qui sont tous les 3 dans le top 10 des pays les plus peuplés d'Afrique. C'est 150, 160 millions à 3. Le Sénégal tout seul, c'est 10% de cette population-là. C'est une 15 ou 16 ou 17 millions d'habitants. Donc c'est normal qu'à un moment ou à un autre, ces pays-là aient aussi droit d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que depuis l'Afrique du Sud, effectivement, qui était la pointe anglophone. Frédéric ? Il y a pas mal de messages, mais il y en a un peu pour tout le monde. Olivier Oungué, lui, nous dit on connaît au moins les 3 premiers qualifiés pour la CAN 2027. Kenya, Ouganda, Tanzanie. Vous avez ils prennent 3 places pas déjà. mal d'auditeurs, téléspectateurs, comme Jean-Jacques Boumba, qui regrettent que la RDC, le Congo, ne s'y mettent pas aussi à un beau pays de foot, un grand pays, population importante. Soulignons qu'ils n'étaient pas candidats. Qui n'étaient pas candidats, mais quand on voit qu'on attribue comme ça à l'Afrique de l'Est, là, ils sont qualifiés, c'est déjà énorme. Les regrets des Sénégalais qui s'expriment également, forcément, ils y ont cru. Non, mais je crois que du côté du Sénégal, ça c'est une mauvaise politique d'abord qui vient de la fédération. Et au-delà de ça, c'est là où justement l'aspect politique revient également parce qu'il y a des élections qui vont arriver. Donc on ne sait pas. On sait déjà une chose, c'est que Macky Sall ne sera pas là. Et deuxième des choses, il n'était pas au Caire, contrairement au président kenyan. Voilà. Deuxième des choses, c'est la façon dont Senghor a eu à mener le dossier. Parce que quand on retire la CAN
par exemple, ne serait-ce qu'à la Guinée. Il y a eu des incertitudes sur être candidat ou pas. Il disait qu'il faudrait que ce soit au moins 4 pays de l'Afrique de l'Ouest qui se réunissent, avec la Mauritanie, la Gambie et même la Guinée, pour co-organiser. Subitement, il se lève comme ça pour dire, nous avons notre dossier, nous aurons 20 stades, nous aurons tel nombre d'hôtels. Et pendant ce temps, on lui dit, où sont d'abord les hôtels qui sont déjà là? Et dit, attendez, je vais réfléchir. C'est sur les maquettes. Mais à une certaine période, ce n'est pas possible. Ce n'est pas prêt. Non. C'est-à-dire qu'il a présenté un beau dossier. Mais il y a un proverbe africain qui dit, ce n'est pas parce que le lépreux met des belles chaussures que ça l'épouse fini. Et Abdoulaye Tounkara qui attendait, nous disait, j'attends le proverbe de Rémi pour me faire ma journée. Il est au Connecticut, aux États-Unis. Voilà. Premier proverbe, mais il va y en avoir d'autres, Rémi, j'espère. Parce que la discussion continue. Alors, ils l'ont remporté l'an dernier, le triplé historique, c'est Citizen. Hein, vous vous en souvenez, il y a d'abord eu le championnat, il y a eu aussi la Cup, la Coupe anglaise, et puis il y a eu enfin la première Ligue des champions pour l'équipe de Guardiola. Manchester City, on en parlait en début de saison, est le super favori encore pour se succéder à lui-même en championnat. Et pourtant, est-il ou était-il 6 victoires en 6 matchs pour les Citizens, 8 buts déjà pour un certain monsieur Erling Haaland. Les Citizens, a priori, survolaient leur adversaire. Et puis, il y a eu un hic cette semaine. Xavier Barré, battu, alors éliminé en plus de la League Cup, la Coupe de la Ligue anglaise, par Newcastle. Qu'ils ont gagné 6 fois en 8 ans. Donc, l'an dernier, ils avaient déjà été éliminés de cette Coupe de la Ligue. Ça ne les a pas empêchés de réaliser le triplé. Ça les a peut-être même aidés. Alors, je disais que c'était la première défaite de la saison. C'est vrai parce que la saison commence donc vers le 10 ou le 12, si je ne me trompe pas, août. Mais ils avaient perdu le Community Shield quand même face à Arsenal. Au tir au but. Au tir au but, certes. Donc, ils ont perdu. Là, ils ont perdu, ils sont éliminés. Donc, effectivement, il n'y a rien à redire là-dessus. Mettez des bémols. Maintenant, Pep Guardiola, la Coupe de la Ligue, Manchester City l'a tellement gagné que pour eux, c'est presque... Mais il a eu une déclaration maladroite en plus. Oui, mais il fait jouer les remplaçants. Il fait jouer les remplaçants. Il fait jouer les remplaçants. Gagné la Ligue des Champions 14 fois. Et nous, on n'en veut plus. Nous, on n'en veut plus. Ce ne sont pas des arguments, monsieur. Déjà, la saison dernière, il s'était fait éliminer de la Coupe de la Ligue par West Ham, je crois. Et comment ? Southampton. Et donc, ça n'avait pas empêché derrière qu'il fasse une saison magnifique. Parce que l'objectif aujourd'hui de Manchester City... Elle est maladroite. On n'est pas inquiet pour la suite, ça ne change rien. C'est juste que, voilà, il y a quand même une compétition, il y a une faiblesse de ce côté-là de Manchester City. Et ce club n'est pas parfait. Donc ça, c'est bien. Maintenant, ça n'empêchera pas que derrière, ils vont être compétitifs. Xavier, on croyait que c'était une équipe parfaite. Mais ouais. Non, mais il a son... Pep Guardiola, il fonctionne, il a son 11 type. Pas à 100%. Après, il change parfois sur certains postes, mais il a quand même... changé beaucoup de choses. Il a un effectif, il faut qu'il a tout blessé, De Bruyne pour des mois et des mois. Quand il joue la Coupe de... quand même pour Newcastle. Quand il joue la Coupe de la Ligue, il met les remplaçants. Mais c'est pas le premier à faire ça. Arsène Wenger à l'époque faisait ça. Oui, mais en général, parfois, ça a même permis, Arsenal est arrivé avec ses remplaçants en finale une année. Bon, cette fois-ci, Pep Guardiola, il a mis ses remplaçants. Ça n'a pas suffi. Ils se font éliminer par Newcastle, qui est quand même qualifié aussi pour la Ligue des Champions. Donc c'était un gros morceau. Oui. Donc ils ont perdu. C'est pas très grave. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Pas inquiet du tout. Maintenant. Mais ils sont pas imbattables. Voilà, mais c'est surtout que il a changé, il a mis les remplaçants. Il aura peut-être besoin de beaucoup plus de son équipe type pour faire des performances et mettre un peu moins de remplaçants ensemble. Alors la parole est à l'accusation ici, au grand ami de Guardiola. Rémi. Pas trop long, Rémi. Et pas trop long, Rémi, parce qu'on a beaucoup de sujets aujourd'hui. Dites-nous. J'attends juste quand on va arriver sur Mourinho. Qui ne peut pas avoir les remplaçants. On change pas de sujet, monsieur. Vous savez, les remplaçants de Manchester City sont des titulaires
ailleurs. Alors, vous me parlez des équipes de remplaçants, des remplaçants à 50 millions, des remplaçants à 55 millions, à 85 millions. Mais attends, Xavier Barré, c'est quelle qualité d'excuse ça? Une équipe qui est bâtie sur 1 milliard 100 millions. Et là, tu trouves des excuses. Ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais quand on va parler tout de suite de Mourinho, avec les joueurs qu'il a achetés à 5 millions, 8 millions, et d'autres boîtiers qu'il a ramassés partout, tu vas bondir là pour dire, oh, assassiner Mourinho, attaquer Mourinho. Mais Newcastle, c'est une équipe qui est en Ligue des Champions. Oui. C'est pas n'importe quel adversaire. C'est un adversaire de grande qualité. Et avec ses titulaires, Newcastle aurait probablement pas gagné. Mais Pep Guardiola a fait le choix de faire jouer les remplaçants. Il tient sa ligne de conduite. Qui est le remplaçant là? Et probablement Calvin Phillips, par exemple, et la moitié de l'équipe. Vous avez un champion du monde qui est avant-centre. Et vous dites que c'est un remplaçant? Ils sont pas tous champion du monde, monsieur. Mais la plupart des joueurs sont habituellement remplaçants. Et c'est probablement ce résultat-là va probablement rendre service à Guardiola, parce que c'est le joueur le plus cher de Manchester quand ils leur ont donné la main, ils n'auront pas été capables de se qualifier. Archédu qui nous dit « L'âne peut remplacer le cheval, mais n'aura jamais sa vitesse », en parlant des remplaçants. Joli. Hein, c'est un très beau. Très concurrence, c'est mieux que l'histoire du lépreux. Les chaussures du lépreux, c'était beau. C'est très magnifique. C'est très magnifique de comparer les remplaçants de Pep Guardiola aux ânes. Rémi. Sauf que ils ont des bonnets d'âne peut-être. En tout cas, parce que cela veut dire que le meilleur joueur, le joueur le plus coûteux de Manchester City qui était au stade, eh bien, qui a coûté le plus cher, c'est un âne. Et c'est qui ce joueur? Dites son nom aux auditeurs. Tous le connaissent. Je n'aime pas prononcer son nom. C'est un anglais. Il était. Phil Foden, il a été Mais vous connaissez? Il y avait Grealish, non? Oui, bien sûr. Il était. Bon. En tout cas, Newcastle, on y reviendra dans la semaine puisque Newcastle joue mercredi soir. Contre le PSG. Hein? Eric, non. Vous vous souvenez pas? Deuxième journée de la Ligue des Champions. Ça va être intéressant quand même de voir. Ça va être intéressant. N'est-ce pas? Ils sont sur une bonne dynamique quand même. Je ne vais pas dire que je m'inquiète. Je garde ça pour. Les deux équipes. Donc vous parlez de qui? Non, je parle de Newcastle quand même. Et oui. Et c'est à St James Park. Je garde ça pour mercredi. On se revoit mercredi. Allez. Alors là où ça va moins bien, mais vous reviendrez mercredi, on en reparlera. Là où ça va moins bien et ça va encore se disputer, et c'est pour la Roma. Frédéric, sont beaux ces chants, ces chœurs dans les Stadio Olimpico, bien sûr, de la Roma. Mais ce n'est pas là que jouait la Roma hier soir. Elle jouait à Genoa, dans le port donc de Gênes, et l'équipe a été battue, humiliée par ses adversaires sur le score de 4-1. Là, Rémi, on avait les titulaires, on avait Lukaku, on avait Dybala, on avait même un champion du monde qui s'appelle Paredes. Tout le monde était là, Oussama Aouar, El Shaarawy et tout ça. La Roma n'y arrive pas, elle est 16e de ce championnat, 3e défaite en 6 matchs. Pourquoi? Peut-être que vous n'avez pas compris que la Roma a peut-être 5 blessés. Vous dites que tout le monde était là, c'est bien. Deuxième chose, en plein match, encore un autre blessé. Tout le monde était là, c'est bien. Et maintenant, nous sommes en début de saison, comme on est en train de parler, c'est-à-dire qu'avec ce que Mourinho a essayé de rafistoler, et je suis quand même surpris que ceux qui ont souvent critiqué Mourinho d'être un entraîneur défensif, lorsqu'on voit le match d'hier... Ah bah oui, il n'a pas beaucoup de défense. Voilà, c'est un problème défensif plutôt, parce que la Roma a eu à attaquer à outrance, et finalement, la Roma s'est fait prendre en contre-attaque. Il faut savoir que la Roma prend très vite un premier but, et puis égalise, puis l'autre revient. Et du coup, Mourinho croit relancer tout le monde. N'oublions pas que cette Roma qu'on trouve aujourd'hui avec José Mourinho comme étant moribonde, nous sommes au début de la saison, que cette Roma a quand même été impolie par 7-0. Donc pour moi aujourd'hui, circonstance atténuante, au regard du nombre de blessés, au regard d'une situation qui, d'ailleurs comme Mourinho l'a dit, n'oubliez pas que cette équipe de la Roma avait 48 heures, c'est-à-dire au niveau de la récupération de moins
par rapport à ses adversaires et se déplacer Genoa, encore chez l'autre. Tu dis le Genoa, mais il y a un problème africain qui dit chaque chien est fort devant sa cour. Le Genoa arrive de 2e division. La Roma était en finale de la Ligue Europa la saison dernière. Est-ce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs? Est-ce que Mourinho a perdu beaucoup de joueurs? Ils ont perdu Roger Ibanez qui est parti en Arabie Saoudite et Nemanja Matic, le milieu de terrain serbe, qui est parti à Rennes. Sinon, c'est la même équipe qui a été renforcée par Romelu Lukaku, par Soulbaken, par Paredes, par Aouar, par Ndika. Non mais c'est une équipe qui est 2 fois plus forte, mais ils perdent. Donc c'est parce qu'ils ont un entraîneur qui est encore 3 fois plus nul. Il est 3 fois plus nul, cet entraîneur. Mais non, c'est une bille. Je vous ai dit que cet homme, il a fait comme la tisse de son siège. Il a fait illusion pendant une saison ou 2 parce qu'il a réussi à gagner la Ligue Europa Conférence. L'an dernier, ils sont allés en finale de la Ligue Europa. Mais c'est une équipe qui n'a jamais été dans une finale. Ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions, alors que c'était l'objectif. Là, ils se retrouvent encore en Ligue Europa. Ils ont été magnifiques. Ils ont battu le Sheriff à Tiraspol, 2-1, un Sheriff à 10 d'ailleurs. Et donc, sinon, en championnat d'Italie, ils les ont gagnés. Ils sont dans les choux. Mais parce que quelqu'un nous dit, Mourinho, c'est un coach du passé. Ibrahima Ngom, Mourinho dépassé par le football moderne. Quel est le football moderne qui vous fait arriver en finale de Coupe d'Europe? Eric Rabé-Sandratana, qui est entraîneur et sélectionneur. Mais il était en finale? Au tir au but. Il était en finale? S'il vous plaît. Il était en finale? Il a fait comment pour arriver là-bas à pied? Eric, il a eu de la chance. Je suis pas du tout d'accord avec. C'est la chance. Je pense. Non, mais parce que cet entraîneur, on peut défier les victoires qu'il a. Il n'empêche qu'il a quand même gagné il n'y a pas si longtemps que ça. Et que là, c'était un problème d'état d'esprit des joueurs, pour moi. Parce que quand on voit les buts que prennent la Roma, c'est une catastrophe. Mais c'est plus le José bien sûr qu'il a peut-être pas la même aura, mais je peux pas dire. Je suis pas d'accord quand on condamne l'entraîneur comme ça, parce que voilà, il peut avoir des méthodes différentes, mais il n'empêche qu'il est encore là aujourd'hui. Il est encore à la tête d'une équipe qui est dans un grand championnat, même si on peut dénigrer la Serie A, ça reste quand même un grand championnat. Donc je pense que cet homme a peut-être besoin de changer ou d'adapter ses méthodes, mais il n'empêche qu'il est toujours là dans les résultats et dans le suivi d'une belle équipe. Frédéric, des réactions? Parce qu'en tout cas, il y en a un qui n'était pas content, c'était Francesco Totti. Il est sorti à la 81e minute, c'est-à-dire il est sorti quand il y a eu le 4e but. Non, mais il y en a beaucoup le comportement des joueurs est scandaleux. Il y en a beaucoup qui ironisent et qui voudraient envoyer José Mourinho à la retraite, mais il a quelques défenseurs quand même. Non, ils attendaient quand même le duel. Xavier Rémy, je crois qu'on a été servi. Oui, on a été servi. Et on en parlera une autre fois, mais on se demandera si cette 3e année, on sait que chez José Mourinho, c'est toujours compliqué, tant à Chelsea qu'à Manchester United. C'est souvent la 3e année que ça se gâte. C'est souvent la 3e que ça se gâte, donc c'est un peu compliqué. Allez, dernier sujet, parce qu'il y a un duel de choc, Rémy. Alors, ça sera samedi en fin de journée, et ça sera en Espagne. Girona, ce sera la fête samedi soir à Montilivi. Alors c'est un stade dont on ne parle pas souvent, n'est-ce pas? Mais c'est un petit stade, à peu près 15 000 places, et ce sera la rencontre entre Gérone, comme on dit en français, Girona, et le Real Madrid. Gérone, c'est une ville qui se situe entre Barcelone et Perpignan, en gros. La frontière française. Et qui est en Catalogne espagnole, bien sûr. Un club qui est donc en Liga, qui enregistre promu l'année dernière, c'était pas cette année, cette fois. Et en 7 journées, 6 victoires, ils sont premiers. Ils ont 1 point de plus que le Real et 2 points de plus que le Barça. Est-ce que c'est un miracle que cette équipe soit là? Et qu'est-ce qui va se passer face à l'ogre merengue, Xavier? Alors ça, ce qui va se passer, on verra sur le terrain. Mais ce qui est certain, c'est qu'en plus, le Real Madrid va être très bien reçu là-bas parce que c'est vraiment le foyer de l'indépendantisme catalan, Gérone, plus encore que Barcelone. Donc, c'est vraiment... Il y a moins de touristes. Oui, voilà, le Real est haï là-bas. Donc, il sera reçu
avec tout ce qui représente comme ressentiment des Catalans à l'encontre du pouvoir madrilène. Et donc, il y a ce club qui s'est monté depuis de nombreuses années avec comme principal architecte le frère de Pep Guardiola, Pere Guardiola. Exactement. Et donc, qui a 50% des parts du club. Exactement. Et donc, qui a très intelligemment... 16%. Qui a construit ce club en recrutant beaucoup de joueurs catalans, bien sûr, mais aussi de temps en temps en allant chercher quelques éléments d'expérience, notamment Stuani, l'Uruguayen, pour épauler cette équipe. Parce qu'il y a 47% de l'investisseur qui fait, c'est aussi Manchester City, d'une certaine Exactement. façon. Enfin, ils font partie du City Group parce que c'est le frère de Pep Guardiola. Le frère Guardiola. Parce qu'au départ, c'était pas forcément un club. Ils sont arrivés en 2017 quand même. Oui. Ils n'avaient pas forcément prévu miser sur Gérone au départ quand ils ont racheté Manchester City. En tout cas, ça marche. Ça marche. Est-ce que vous trouvez que cette équipe est convaincante, Eric? Vous n'êtes pas premier du championnat au bout de 7 journées. Alors, ils disent on vise le maintien, on a fait la moitié du bien sûr. Non, mais c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est qu'en fait, cette équipe n'a aucune pression. Elle s'est mise en tête d'obtenir son maintien le plus vite possible pour être tranquille. Donc, en fait, la dynamique est bonne. Il n'y a pas de pression. Elle a joué aussi des adversaires qui sont plutôt à sa taille aussi. On ne va pas se voiler la face, mais il n'empêche que tout ce qu'ils ont pris aujourd'hui, le maintien, il va être dans la poche très vite. Ils vont avoir cette tranquillité. Donc, ça va être intéressant de voir la suite après ce maintien obtenu. C'est la première fois depuis 1952 qu'un club catalan autre que le FC Barcelone est en tête de la Liga. Parce que souvent, on parle de l'Espagnol et du Barça, effectivement. Mais l'Espagnol est en deuxième division. Rémi, alors que est-ce que les hommes de Carlo Ancelotti vont hacher menu Gérone samedi après-midi, ou est-ce qu'ils peuvent tomber sur un os? Il faut se dire... Préparez votre proverbe, parce qu'on l'attend. Il faut se dire que lorsqu'on essaie de regarder un certain nombre de choses, on se dit quand même que oui, ils peuvent être dangereux. Ils sont mieux que Barcelone pour l'instant. Ben oui, ils sont devant. Ah oui, ils sont devant. Mais ils sont devant le Real aussi. Ils sont mieux que tous les autres. Ils sont devant, mais ils ont déjà battu Séville. Ils ont battu Villarreal, donc on ne peut pas quand même dire que c'est des faire-valoir. Non. Mais cependant, j'ai dit aussi, ça peut être un tournant qui peut les décevoir. Parce qu'il faut savoir que en 2018-2019, justement, ce club avait réussi à être européen. Mais à la fin de la saison, ils sont descendus. Mais oui. Ils étaient en deuxième division. Et c'est d'ailleurs là, ils avaient perdu 55% de leur budget. Et puis, les joueurs, on a dû couper 64,3% de leur salaire. Contre le Real, cependant, je peux être aussi un peu inquiet. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les confrontations directes, tous les clubs de l'Espagne, de la Liga, le Real est supérieur. C'est-à-dire en nombre de victoires en Liga. Sauf Girona. Cela veut dire que... Et il y a eu 4-2 là au printemps dernier, non? Oui, justement, avec Castellanos qui a marqué un quadruplé. Le Real avait perdu. Et sans oublier aussi que déjà, le Real n'a que 2 victoires, 2 nuls, et eux, ils ont 3 victoires. Donc, il y a quand même un proverbe africain qui dit « C'est petit marteau qui casse une grosse pierre ». Petit témoignage. Rudy Eloïc, il fait la comparaison avec la Première Ligue. Il nous dit Gérone, c'est le Leicester de 2016. Bon, pauvre, oui. Ils étaient allés jusqu'au bout. Oui, les Foxes. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas nous gagner. Cette fois-ci, ils ne vont pas nous gagner. Allez, mais il y a eu un proverbe. On continue. On voudrait avoir 3 mots, ça va être très rapide, sur André-Pierre Gignac. Un nouveau trophée dans l'armoire d'André-Pierre Gignac, l'inusable, infatigable attaquant des Tigres de Monterrey, qui a remporté cette semaine la finale du Trophée des Champions. Alors là, ça se jouait super Trophée des Champions entre clubs américains et mexicains. Et il se trouve que c'était Los Angeles FC où joue Denis Bouanga, d'ailleurs, l'international gabonais. 11e titre saoulé de couleur. Eric Rabessandratana, il a 37 ans, André-Pierre Gignac. Il en est à sa 8e saison, si je ne me trompe pas, 8 ou 9e. Là-bas, il a joué, on a regardé 348 matchs, 194 buts.
Là, en l'occurrence, il n'avait pas marqué, mais il en a marqué 13 la saison dernière. Il a 5 titres de champion avec le Mexique. Est-ce que vous êtes admiratif de cette fin de carrière de Gignac? Je suis surtout admiratif de l'implication qu'il peut mettre. Parce qu'au départ, on peut se dire, bon, il part dans le championnat mexicain et il va finir là-bas tranquillement avec la possibilité d'être performant, mais sans forcément être performant comme ça. Donc, sauf que lui a pris goût, il a été un leader aussi pour cette équipe, et il est un leader pour cette équipe. Donc finalement, la dynamique, elle a pris. Et puis derrière, vous avez ce remarquable joueur, parce que c'est un grand buteur quand même, on ne va pas lui enlever ses qualités, c'est-à-dire que c'est un grand buteur à l'origine. Donc voilà, dans un championnat moindre, on ne va pas dire que c'est un grand championnat, mais c'est quand même un championnat qui est très difficile à jouer. Et là, dans ses performances, c'est là qu'il est impressionnant. Frédéric, il nous impressionne parce qu'il était parti, on se souvient de ces moqueries parfois qu'il y avait du côté de Marseille. Il y a joué jusqu'en 2015 et finalement, là, il s'épanouit complètement. Il est parti à peu près 30 ans. Mais il est porté par la ferveur. Il a commencé aussi une deuxième carrière, voilà. Mais c'est ça qui restera là-bas pendant 50 ans. Sans facilité quand même. À Monterrey, on parlera d'André-Pierre Gignac. Même si, bon, il y a quand même eu avec l'équipe de France le petit regret, finale de l'Euro, prolongation. Le but qu'il aurait dû mettre, le ballon sur le poteau contre le Portugal. Adulé. Mais je suis plus admiratif de Gignac qui est parti au Mexique que quelqu'un qui s'en va en Arabie Saoudite. Moi, je suis désolé, mais c'est voilà. Là, je sais que c'est un championnat qui est plus difficile à jouer avec des joueurs en face qui sont difficiles à jouer. La ferveur, donc je suis plus admiratif d'un joueur. Quels sont les joueurs qui sont difficiles à jouer là-bas? Citez-les-moi. C'est un état d'esprit. C'est l'Amérique du Sud, c'est un état d'esprit. On les voit, bien sûr. Vous voulez toujours dire que le championnat d'Arabie Saoudite est faible par rapport à toutes ces stars qui vont là-bas, avec des gens qui se sont imposés ici. Vous avez vu comment est-ce que, par exemple, l'Arabie Saoudite est la seule équipe qui d'ailleurs a battu l'Argentine en Coupe du Monde. Il faut. Et ce qui est assez exceptionnel, Gignac Big Mac. Et maintenant, on dit, oh, il est devenu. Non, mais Xavier, surtout, il y en a d'autres qui ont essayé de faire comme Gignac. Notamment on pense à Thauvin et Henri Delors, et qui n'ont pas réussi, alors qu'ils étaient dans le même club que Gignac. Donc ils avaient quelqu'un pour les épauler, et ça n'a pas marché. Donc lui, vraiment, il a réussi quelque chose d'assez exceptionnel, parce que contrairement à ce qu'insinue Rémi Ngono, le championnat du Mexique est un bon championnat. Il y a plein de joueurs qui sortent. Oui. Mais cite les noms. Tu sais, c'est au milieu de l'Amérique centrale. Le Real Madrid et après. Mais il y a plein de joueurs mexicains qui vont. Mais c'est la sélection. Et je veux dire, tu dis Alvarez, Gomez, Garcia, Diaz, t'as tous les Mexicains déjà. Non mais voilà. Bon, ils ont un championnat de très haut niveau. Il y a des très bons clubs. Il y a des très bons clubs à Mexico. À Monterrey, il y a 2 clubs. Il y a les Tigres, mais il y a aussi les Rayados qui sont beaucoup plus riches. C'est les derbys. Avec les Tigres, il arrive à gagner des titres. C'était son 12e depuis qu'il y est. Il a le record de buts dans ce derby mexicain. Les amis, on est très en retard. On court vers les cartons. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons sélectionnés par Pierre Guérin aujourd'hui. C'est kingbara.com depuis Cameroun Mawa. Et comme vous le voyez, je tiens mon café à la main. En train d'attendre votre émission, mon émission préférée. Et pour cela, pour ce vendredi béni, je dédie mon carton à Madame Annie Gasnier, la dame élégante, la charmante dame, la reine. Je vous donne un carton vert et bonne émission. Bonjour, le Café des Sports. Moi, c'est Boyer, depuis Lomé. J'aimerais donner un carton rouge au club de Napoli pour son comportement envers son meilleur joueur après Diego Maradona en la personne de Victor Osimhen. Pour un simple penalty, vilipender son joueur de la sorte, je pense que c'est de l'ingratitude pure et simple. J'ai une doléance aussi à faire par rapport à une rubrique. Tout comme il y a le rubrique de carton, est-ce que vous pouvez nous créer une rubrique où on peut poser la question à l'avance et vous allez répondre durant l'émission. Merci et bonne émission à vous. Mote Café des Sports, c'est Divin Maïng grâce mon pipi depuis Kinshasa. Notre carton est vert pour le Stade Brest Girona. Pour leur début exceptionnel, l'autre en Ligue 1, l'autre en Liga. Brest est premier devant le Grand Paris. Girona est premier devant les Grands Real. Coup de chapeau à Michel Chantiez et Eric Roy. Ciao.
Bonjour Radio Foot, c'est Emad Badjata depuis le Congo Brazzaville. Carton vert au Paris Saint-Germain d'avoir battu Marseille comme des bébés. Paris est magique, Paris est magnifique. Ici c'est Paris. Salut Radio Foot, c'est Dorin Roland depuis le Bénin Cotonou. Je donne un carton rouge au Real Madrid pour les défaites de la fois dernière face à l'Atlético de Madrid. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment peut-on jouer sans un véritable neuf. Et ils sont là seulement à miser sur la force tranquille de Jules Bellingham. Rémi Ngono, comme le dit un proverbe africain, un seul hirondelle ne fait pas le printemps. Et je vois que la saison sera difficile pour le Real Madrid. Salut RFI, salut à toute l'équipe des Cafés de Sport. C'est Odon Windo depuis la RDC dans la ville de Goma. J'aimerais attribuer cette semaine un carton rouge aux supporters de l'Ajax Amsterdam pour ce qu'ils ont fait le dimanche dernier contre Feyenoord lors du Classico néerlandais. Carton rouge pour eux à cause de ces incidents. Bien sûr que leur équipe a perdu, mais il faut accepter la défaite. Il ne faut pas créer des incidents. Carton rouge. Coucou le Café des Sports, moi c'est Yasmine Liman depuis N'Djamena. Mon carton de cette semaine est un carton rouge à l'endroit des Lions indomptables du football pour leur non-qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Depuis le début de cette compétition, c'est la première fois qu'elle se passera sans elle. Alors on doit rajeunir l'équipe et repartir de zéro. Bisous à toute la production. Salut Madame Annie, salut toute l'équipe de la Radio Foot Internationale. C'est Gianni Mopila depuis Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. J'ai un carton jaune à donner à M. José Mourinho, c'est la fameuse 3e saison. La Roma est 16e du championnat italien. La Roma n'a que 5 points. La Roma déjà a 10 points d'écart avec l'Inter de Milan. Malgré 2 finales jouées, une finale gagnée, une finale perdue. Vraiment, j'ai un peu d'inquiétude pour M. José Mourinho pour sa 3e saison avec la Roma. Bonjour Radio Foot International, bonjour Annie, monsieur Xavier Barré, monsieur Frédéric Souto, monsieur Rémi Ngono, et puis toute l'équipe de monsieur Pierre Guérin, et puis de David Fizel. C'est le Londonien Georges qui vous appelle de Malaga actuellement. Et puis mon carton vert, c'est dédié au petit qui vient de faire ses débuts pour l'équipe d'Arsenal contre Brentford le mercredi, qui s'appelle Charles Junior Sogbe. Bravo à toi. Merci et puis bonne émission. Georges ne nous oublie pas, même quand il est loin de sa base. En tout cas, merci beaucoup à cette Tchadienne qui nous a envoyé, en tout cas peut-être qu'elle est lyonne elle aussi, qui nous a envoyé ce carton du Tchad. Allez, très vite, on y va. Frédéric Suto, à vous. Un carton jaune, c'est de la tristesse un petit peu pour Hugo Lloris, ancien gardien de l'équipe de France. Il a pris sa retraite après la finale perdue contre l'Argentine. Il est toujours en contrat avec Tottenham. Il a failli partir cet été, ça s'est pas fait. Arabie Saoudite, Newcastle, Nice. On se souvient que la fin de saison avait été très difficile. Son dernier match, c'est en avril. Il avait pris 5 buts en 20 minutes. On l'avait sorti à la mi-temps. On aimerait bien le revoir, 36 ans, Hugo Lloris, même s'il est gardien remplaçant à Tottenham. Rémi. Ce sera un carton vert à un joueur de l'OGC Nice, milieu de terrain, Alexis Beka, qu'on a failli perdre aujourd'hui parce qu'il a tenté de se jeter sur un pont pour se suicider. Bien évidemment, c'est très douloureux de voir qu'un jeune homme de aussi beau, élégant, puisse arriver à cette extrémité. Mais quand on regarde quand même son parcours, on voit qu'il lui a manqué beaucoup de l'amour paternel, maternel et que même pour aller dans un terrain de football, c'est son grand-père qui l'accompagnait. Donc, il n'avait que ça. Et à une certaine période, lorsqu'on a une telle faiblesse, lorsqu'on a de telles douleurs et que peut-être on est déçu de l'autre côté, il est facile de le juger. Mais peut-être c'était aussi une occasion pour lui de se libérer, car il y a un proverbe africain qui dit « Si tu n'exposes pas ta maladie, personne ne trouvera le remède ». Carton vert d'encouragement donc à Alexis Beka. Xavier Barré. Carton vert aussi, carton vert à Antoine Griezmann, oui. Parce qu'on l'avait un peu enterré, on disait ça y est, 32 ans, il est fini, l'Atlético c'est fini, l'équipe de France c'est fini. L'équipe de France, il en est à 81 matchs d'affilée, de suite, sous le maillot bleu, toujours fidèle au poste. Avec l'Atlético, il a encore marqué cette semaine, il en est à 3 buts dans le championnat. Il a contribué à la victoire des Colchoneros sur le Real dans le derby de Madrid le week-end dernier. Tout va bien pour lui et ça mérite les arbitres, un carton là, tu vert. n'as pas parlé des arbitres. Hein. Quand ce sera le Barça, oh les arbitres, oh les arbitres. Rémi.
pour une fois. Écoutons Eric. Oui, moi c'est un carton jaune pour mon club de cœur, qui est le Paris Saint-Germain, et des joueurs également pour les chants homophobes qu'on a pu retrouver. Alors je fais pas l'hypocrite parce que je sais que ça existe depuis très longtemps et que voilà, ça me dérange dans l'esprit. C'est tout un changement par rapport à la société, par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les stades, parce que c'est pas qu'au Paris Saint-Germain, évidemment, c'est un peu partout. Ouais. Donc il va falloir changer tout ça. Donc je mets un carton jaune pour sanctionner le fait que ça existe encore aujourd'hui, mais j'espère que ça va au fur et à mesure changer et s'améliorer et que ça soit plus calme dans les travées des stades. Ici, c'était pas très calme aujourd'hui, mais on vous souhaite à tous un très bon week-end. C'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.